Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est un voyage au cœur des montagnes les plus hautes d'Europe que nous vous proposons. Érigés il y a près de 250 millions d'années, les massifs savoyards offrent des perspectives à couper le souffle et des vallées aux paysages d'une variété infinie. Vous partirez à la conquête du vallon d'Orgères et de son écrin de nature, où la faune est reine. Vous serez ébloui par le majestueux lac du Bourget et les joyaux d'architecture qui jalonnent ses rives, comme l'abbaye de Hautecombe ou la ville d'Aix-les-Bains qui a séduit la jet-set du monde entier à la belle époque. Mais aussi par les édifices dont le poids de l'histoire s'est inscrit sur le flanc des montagnes de la Haute-Maurienne. Vous serez envoûté par l'atmosphère de la Savoie, ces villages d'altitude où se perpétuent des traditions. Et c'est parti. Un artisanat. Elle a du goût, la Savoie. Ah oui, il y a du goût. Et une gastronomie ancestrale. Les gourds, le porc-meunier, le saucisson. Je me régale, Evelyne. Vous découvrirez la Savoie comme vous l'avez rarement vue, avec celles et ceux qui font vivre cet incroyable patrimoine. Notre voyage débute dans la région d'Aix-les-Bains, la Riviera alpine. Au pied des Alpes et du parc naturel du massif des Bauges, s'étendent les rives majestueuses et verdoyantes du plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Nelly Lemar travaille dans la communication, un métier qui l'a conduit à sillonner sans arrêt les routes de cette Savoie qu'elle aime tant et qu'elle connaît désormais mieux que personne. C'est ma terre, mes racines. Je peux pas vivre sans ça, quoi. Ça résonne fort en moi. Voilà. Pour notre première étape, Nelly a choisi de nous faire découvrir un point de vue incontournable, situé à 1500 mètres d'altitude, où les inconditionnels du Grand Frisson prennent leur envol. Et celle qui va lui raconter l'histoire du vertigineux belvédère du Mont Revard qui surplombe la vallée, c'est son amie Isabelle Lafay. Bonjour, Isabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ah bah super, regarde le temps. Tu vois un paysage comme ça? C'est dans ce genre de moment que je sais vraiment pourquoi je me sens savoyarde, tu vois. C'est un site que j'adore, que je fréquente souvent. C'est superbe, on a une vue à 360 degrés. Et tu peux admirer toutes ces montagnes, ce lac. Hein. Et puis là, en dessous, à nos pieds, toute cette ville d'Aix-les-Bains qui s'est énormément étendue. Le développement d'Aix-les-Bains remonte à l'Antiquité. Et à la fin du 19e siècle, durant la Belle Époque, ses sources d'eau chaude lui confèrent une renommée internationale. On venait à Aix-les-Bains pour les thermes, mais pas que. Hein. C'était une station très mondaine, toute la Jet Society, les rois, les reines, les empereurs, les maharajas, ils se réunissaient tous ici. Hein. Et puis, ils montaient au Revard également pour prendre le bon air. Donc l'histoire d'Aix-les-Bains a toujours été intimement liée à l'histoire du Revard, quoi. Oui. Oui. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un chemin muletier, et ensuite le petit train crémaillère, et puis ensuite le téléphérique. Donc les curistes avaient l'habitude à la fois de prendre les eaux, mais aussi de venir ici en altitude. Tout à fait. À Aix-les-Bains, la plus romantique des villes thermales si chère au poète Alphonse de Lamartine,
les silhouettes des somptueux palaces de la Belle Époque dominent fièrement la ville. Panoramique, Excelsior, Royal, Splendide. La plupart de ces établissements de luxe, construits entre 1850 et 1930 pour satisfaire la prestigieuse clientèle, ont été divisés en appartements privés, inaccessibles au public. Enfin, inaccessibles, pas tout à fait. Grâce au contact de Nelly, vous allez avoir la chance de découvrir à quoi ressemblait l'un de ces fabuleux palaces. Le hall d'entrée du Splendide, orné de colonnes en stuc lapis-lazuli, illustre la richesse et l'éclectisme des décors Art Nouveau et Art déco. Mais le clou de cette visite, c'est l'appartement de Maryse Guinchard, entièrement rénové dans le style de l'époque. Bonjour Nelly. Bonjour Marie. Tu vas bien? Merci de m'accueillir. Bienvenue dans mon rêve d'enfance. On franchit la porte et là, on change d'époque. Hein. Là, oui, on est Complètement. dans un autre temps. C'est ça. Et je suis heureuse de te faire découvrir ce grand salon du Splendide qui servait de coffee shop et qui a vu tant de personnalités. L'impératrice Sissi, l'empereur du Brésil. Et alors, tout est d'époque ici? Tout est d'époque. J'ai essayé de rendre exactement l'atmosphère de la fin du 19e en chinant des meubles anglais puisque la fréquentation était plutôt de clients britanniques. Les colonnes étaient ainsi, les panneaux aussi. Et toutes les appliques et les lustres sont d'époque. Je les ai fait réélectrifier. J'ai apporté une petite touche de modernité avec 2 canapés blancs parce que je voulais pas que ça fasse ni guindé ni vieillot. Mais c'est tout. Je ne me sens pas propriétaire des lieux. J'ai juste l'impression d'être un bâton témoin qui va passer ce lieu de main en main à des gens qui sauront le protéger. Pour Maryse, la pièce voisine transformée en chambre à coucher reste l'une des plus emblématiques de son appartement. Tu vois, tu te trouves ici dans l'ancien bar du Splendide. C'est-à-dire que c'était quand même une pièce qui était plutôt réservée pour les hommes, avec un décor de boiserie d'acajou très masculin, avec des filets d'amarante, de citronnier. Ici, tu avais l'ancien zinc, avec des petits fauteuils pour prendre des consommations. Et les messieurs se réunissaient plutôt dans cette partie pour y fumer. Maryse, tu dors aujourd'hui dans ce qui était un ancien bar. Quel effet ça fait? Ah bah écoute, c'est tout à fait original. Moi, quand je me réveille, je regarde des fesses, des seins, les sylphides qui sont parcourus par des satyres et je me dis qu'ici, il y a dû avoir des sacrées intrigues amoureuses, des conversations géopolitiques avec tous les événements qui ont dû se passer pendant toutes ces années, 1925-1930, la crise économique, etc. J'imagine que là, ça a dû être du lourd et du sérieux, mais moi, je m'y sens légère. Et est-ce que les femmes étaient admises dans ce bar? Alors, pas vraiment, Nelly. C'était un petit peu réservé aux hommes, mais on arrivait vers ces années 30 où la femme se libérait. Et Lagan avait demandé la construction de ce petit escalier qui arrive sur ma terrasse pour qu'elle ne soit pas obligée de passer par le hall d'entrée, qu'elle vienne incognito au bar. Une terrasse, témoin elle aussi de grands événements historiques. Tu vois, Nelly, on est assise sur une terrasse pleine de charme, mais il faut savoir que c'est ici que le 15 avril 1912, le banquier John Pierpont Morgan, propriétaire du Titanic, a appris que son bateau avait sombré, avec plus de 1400 personnes à bord. Il aurait dû être sur son bateau. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il n'était pas sur son bateau? Eh bien, écoute, il était venu au Splendide fêter son anniversaire avec une de ses maîtresses. D'accord, donc c'est ce qui l'a sauvé. On peut dire ça comme ça, chacun sa morale. Maryse a bien d'autres anecdotes à partager sur son appartement. Si vous souhaitez les découvrir, n'hésitez pas à venir frapper à sa porte lors des Journées du patrimoine. En attendant, la suite de notre visite nous emmène à quelques pas du palace, dans une autre institution d'Aix-les-Bains. C'est le sublime casino inauguré par le roi de Savoie en 1850 que Béatrice Drouhen connaît mieux que personne. Alors Béatrice, tu m'as donné rendez-vous dans ce qui était à la Belle Époque, le cœur de la vie mondaine, artistique, culturelle, c'est ça? Eh ben, je crois, Nelly, qu'on ne pouvait pas mieux formuler que ce que tu viens de dire. Effectivement, on vient à Aix au prétexte de l'eau thermale, mais surtout pour tout ce qu'offre la ville et en particulier le casino. Alors ici, on est entouré de décors incroyables. Ici, on est vraiment dans le palais de la féerie.
On a cette magnifique salle avec le plafond en mosaïque, qui bien sûr illustre le thème de l'eau, mais aussi des représentations féminines, puisque l'eau est l'élément féminin par définition, des belles couleurs froides, réchauffées par les belles couleurs orange et rouge, et puis le filet d'or qui fait chanter la mosaïque, l'eau aussi dans le vitrail qui est juste derrière toi et qui représente en fait le lac du Bourget, et puis l'amour qui est en train de puiser des forces aux sources thermales d'Aix-les-Bains. Mais maintenant on va dans le théâtre. D'accord, je te suis. Chaque saison estivale de la Belle Époque, le superbe théâtre à l'italienne du Casino accueille concerts, opéras, pièces et bals somptueux où les plus grands artistes se produisent. Il ouvre en 1899 avec l'opéra de Saint-Saëns, Samson et Dalila. On a Sarah Bernard qui vient jouer la Dame aux Camélias, et puis Thaïs de Massenet. Voilà, c'est un enchaînement absolument incroyable de spectacles. Pratiquement tous les soirs, il y en a un différent. Finalement, on vient dans ce théâtre aussi bien pour voir qu'être vu. Il est vrai qu'à l'époque, le spectacle est autant sur la scène que dans la salle. Les femmes ont leurs plus belles toilettes, les rivières de diamants sur ces magnifiques femmes. On dit d'ailleurs pour Thaïs de Massenet, on rivalise entre les diamants des spectatrices et ceux de celles qui chantaient Thaïs. Voilà, on est dans le summum de l'élégance. Seul le début de la Première Guerre mondiale sonne le glas des 112 représentations annuelles. Transformé en hôpital militaire, le Casino et le théâtre abritent plus de 300 blessés venus du front. Sur la fin de la guerre, l'année 18, Aix est devenue zone de repos, on va dire, pour les soldats américains sur le front. Et à ce moment-là, Aix a accueilli plus de 110 000 soldats américains et on leur offrait des tas de divertissements, des pièces en américain, des orchestres de jazz. Il y avait tout ce qu'il faut pour se divertir, se détendre, pour oublier la dure réalité des tranchées. Notre visite de la région d'Aix-les-Bains se poursuit aux abords du canal de Savières, qui relie le Rhône au lac du Bourget, où Nelly tient à nous dévoiler un autre patrimoine de la région. Dans le village médiéval de Chana, se dressent d'authentiques maisons du XVe et XVIe siècle aux toits de tuiles plates. Ce port, c'est le petit paradis de Patrick Tardivelle. Patrick, le canal de Savières, il est utilisé aujourd'hui pour la plaisance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas été tout le temps le cas. Mais autrefois, ce port était surtout pour le trafic entre le lac du Bourget au Rhône, c'est-à-dire qu'on montait des marchandises en France. Il y avait un péage qui se trouvait un peu plus haut, qui s'appelle le Fort. Et on y transportait bien sûr des poteries, on y transportait des denrées, même alimentaires, mais aussi beaucoup de pierres, de chaux, puisque on se servait de ces matériaux dans la construction. D'accord, donc Voilà. Chana était vraiment une place commerciale. Il avait une place commerciale très importante dans la région. Mais en 1850, le fret commercial prend fin sur le canal avec l'arrivée du chemin de fer. Parmi les autres vestiges du passé de Chana, 3 moulins à auget du 19e siècle, dont celui de Patrick, blotti au cœur de la forêt. T'as un environnement magnifique quand on arrive là. Plus naturel, plus authentique, c'est déjà difficile. Un moulin caché un petit peu Une là. bâtisse quand même qui a 150 ans. Dans la région, l'ancien boulanger reconverti il y a 12 ans en meunier est considéré comme le roi de l'huile de noix. Et Nelly va avoir la chance de participer à sa confection. Voilà le moulin. Il a toujours fait de l'huile, ce moulin? Non, il n'a pas tout le temps fait de l'huile. À l'époque, on faisait de la farine de blé, bien sûr, mais de gouttes, du maïs. Dans les années 50, il est tombé en sommeil à peu près une quarantaine d'années et j'ai racheté ce moulin en 2007. Depuis, l'énorme roue à auget de 6 mètres de diamètre tourne 9 à 10 mois par an à la force de l'eau et à l'électricité quand la source se tarit en été. Allez Nelly, je t'invite à prendre le seau puis à charger la pierre. Allez. Comme ça? Voilà, on a arrangé les cerneaux. Maintenant, on va mettre la pierre en route. D'accord. Allez, tu vas prendre la manette. Alors c'est ici? Voilà, on va la tirer en arrière. Je vais t'aider un peu parce que ça, oui. c'est dur. Et c'est parti, regarde. Fantastique. Donc il en reste beaucoup des moulins comme ceux-là en Pays de Savoie? Non, en Pays de Savoie, il en reste quasiment pas. Des moulins qui fonctionnent à l'année, on a une dizaine en France. Une fois moulu,
Les cerneaux de noix sont placés dans une cuve pendant 20 minutes à 60 degrés pour être déshydratés. C'est rapide, c'est précis. Voilà. Et le travail n'a jamais tué, alors c'est un vrai plaisir. Et ça sent très bon. Ah ouais. Enfin, ils sont placés dans la vieille presse de 300 tonnes. Allez, c'est parti. Tu sais ce qui me vient? Tu es un alchimiste. Tu aimes transformer la matière? Peut-être un peu, oui. Ah ouais. Alors, je peux goûter? Allez, goûte. C'est chaud? Voilà. Eh bien sûr que c'est chaud. Ouais, c'est agréable. C'est très intense comme saveur. Ce que je cherche, moi, c'est pas tellement le rendement. Le rendement, il y en a tout le temps assez, mais c'est surtout le goût. Il faut que tu sentes la noix ou la noisette. Voilà. On la sent très fort. Elle a du goût, la Savoie. Ah oui, il y a du goût. Et la Savoie n'a pas fini de vous surprendre. Après ce vénérable moulin, Nelly veut nous montrer un autre joyau de la région. L'abbaye royale de Hautecombe, qui surplombe les rives du lac du Bourget depuis le XIIe siècle, est un lieu unique. Elle abrite les sépultures des illustres comtes de Savoie et des derniers rois et reines d'Italie. Un lieu préservé par sœur Pascale Avis et les membres de la congrégation du Chemin Neuf. Bienvenue à l'abbaye d'Hautecombe. Ici, on est dans un lieu emblématique de la Savoie. Absolument, vous êtes donc à l'abbaye d'Hautecombe qui est un très haut lieu spirituel et patrimonial, historique, Oui. depuis le XIIe siècle. C'est magnifique, cette façade qui se jette dans les eaux du lac. C'est un côté très mystérieux, puis aussi romantique. Absolument. Alors cette façade-ci est carrément 19e. On est plein sud. C'est vraiment un lieu très agréable qui attire par sa beauté, mais aussi par son calme et son recueillement. D'accord. Au XIXe siècle, l'abbaye de Hautecombe est sauvée de la ruine à la demande du roi Charles-Félix de Savoie. Ernest Mélano, l'architecte chargé des travaux, restaure le cloître. Il rend à l'église gothique son aspect du XVe siècle, tout en ajoutant des décors exubérants de style baroque troubadour, un mouvement artistique dont il ne reste à ce jour que très peu de témoignages architecturaux. Alors nous arrivons sous la coupole dans l'église qui est magnifiquement décorée, comme vous le voyez. C'est très chargé, c'est très riche, beaucoup de volutes, de torsades, de motifs floraux. Absolument. D'ici, on voit bien donc tout ce décor. Alors ce n'est pas du trompe-l'œil, Oui. c'est vraiment du stuc en relief. Et si vous regardez bien, nous avons les 4 évangélistes de chaque côté. Et au centre, nous avons 6 anges qui flottent sur le ciel. Oui. Et par ici, vous reconnaissez bien sûr la scène de la Nativité. Il y a les 3 rois mages et aussi à droite, dans le coin du tableau, vous avez un chameau. Autre particularité de l'abbatiale, sa collection de statues exceptionnelles, ainsi qu'une trentaine de tombeaux et cénotaphes, des monuments funéraires élevés à la mémoire de la dynastie de Savoie. Le roi Charles-Félix, quand il a restauré Hautecombe, il a voulu faire d'Hautecombe un Saint-Denis de la Savoie. Oui. Donc c'est vraiment un lieu où on pleure, Oui. où on est triste. Vous voyez, c'est vraiment cette sibylle de Bâgé, représentée ici avec un lévrier qui est signe de fidélité. Charles-Félix voulait vraiment que quand on rentre dans cette sombre abbaye, on pense avec douleur à tous ces morts de la maison de Savoie. C'est ici que nous laissons Nelly pour continuer notre odyssée savoyarde dans la région du Beaufortin. Niché entre Albertville et le parc de la Vanoise, sous la silhouette bienveillante du Mont Blanc, les pentes montagneuses du pays de Beaufort dévoilent des pâturages parsemés de fleurs colorées et de 1001 chalets. Un coin de paradis qu'Angélique Perretto souhaite nous faire partager. L'enfant du pays, née à Albertville, est chef pâtissière. Elle ne se lasse pas des trésors de sa région. Et selon elle, l'un des bijoux du Beaufortin qu'il faut voir absolument, c'est Haute-Luce, un village pastoral qui n'a plus aucun secret pour Josiane Tercinet. Comment vas-tu? Fort bien, et toi? Quel beau soleil sur la Savoie Ah ce matin. oui, oui. Et sur Haute-Luce? Et sur Haute-Luce, alors, on va visiter. Eh bien, on va visiter Haute-Luce. Selon la légende, Haute-Luce viendrait de Altalux,
lumière sur les hauteurs. À moins que le nom du village ne soit tiré de celui d'un Romain, prénommé Lucius, dont le domaine se trouvait dans les alpages. Il y a un nouveau petit magasin ici. Oh, ben il y a Marthe qui sort. Tiens. Bonjour, Josiane. Ah, mais écoutez, il y a longtemps que t'es pas vieux. Ah ben, mais c'est le patois d'Autlus, je le comprends pas. On n'a pas le même chez moi, Arèche. Ah, ben non, voilà. non, il y a une variante. Ouais. Et à l'école, vous parliez patois? Ah non. Non. Pourquoi? Non, on allait à l'école pour apprendre le Français. français. Papa le parlait très bien, mais il voulait pas me le parler. Donc moi, je l'ai appris avec les clients, puisque mes parents étaient dans le commerce, parce que j'ai voulu l'apprendre. Mais Marthe, toi, chez toi, on parlait le patois. Oh, le patois, nous, oui. C'était votre langue à la maison. Voilà. Harvey. Dans le village, les chalets typiques qui abritent les quelques 800 âmes témoignent de l'attachement que les Haute-Luciens portent à leur patrimoine. Ici, à Autlus, on voit qu'il y a des chalets plus anciens, d'autres plus jeunes. Oui, ben c'est un pays qui vit et on a des chalets qui peuvent être relativement anciens. Alors, les chalets dans le village ont plus de pierres que les chalets dans la campagne. D'avoir un chalet en pierre, ça vous faisait ressembler un petit peu plus à une maison d'en bas. Oui. Et puis le haut était monté en madrier, en gros madrier de bois. Donc en fait, les animaux étaient au soubassement, dans cette partie en pierre du chalet. Oui. Et je suppose que la chaleur devait monter pour chauffer la famille qui vivait sur cette pièce en haut. Ça participait au chauffage central écolo, n'est-ce pas? Écolo. Il faut savoir qu'ici, tout le monde avait plusieurs chalets. Donc il y avait le chalet à peu près au niveau de la vallée, là, au niveau du village. Puis après, tu avais le deuxième chalet auquel on commençait à monter au printemps vers 1300-1500 mètres d'altitude. Et puis un peu plus tard, vers l'été, on montait carrément en alpage. Et tout le monde passait son temps à déménager. C'était pas la place qui manquait apparemment. Non, il y avait peut-être d'autres choses qui manquaient, mais certainement pas la place. Certainement pas l'espace. Dans les prés et les pâturages qui entourent le village, les habitants perpétuent une tradition agro-pastorale séculaire. Donc ici, évidemment, l'une des ressources principales, si on laisse de côté le tourisme, c'est bien sûr l'agriculture, pour l'élevage des vaches, pour la production du lait, qui permet de fabriquer ce bon Beaufort qu'on aime, ce qui nous permet de garder une véritable agriculture et donc des paysages qui sont entretenus. Au-delà de l'activité agricole, j'ai aussi entendu dire qu'il y a eu des pratiques pas vraiment légales dans la région. Ah, bien sûr, parce qu'on a été un pays de contrebande. En effet, après l'annexion de la Haute-Savoie à la France en 1860, la région bénéficie d'une zone franche dont les produits détaxés comme le café, le chocolat ou le sucre de canne attisent les convoitises. Ça a suscité toute une activité de contrebande. Notamment, il y avait beaucoup de particuliers qui trafiquaient. Moi, je sais que mon grand-père, il a fait le contrebandier. Ils avaient des ruses incroyables. Alors, les dames, elles passaient la contrebande dans des poches dissimulées sous les jupes. Ouais. Voilà. Ou alors, on passait de la contrebande dans les landaux du bébé. Ça veut dire que dans ces montagnes, on se rend compte que tout sortait assez librement en fin de compte. L'histoire, l'architecture et l'écrin de nature qui entoure Autlus marquent la singularité et l'authenticité du village. Mais la commune cache encore bien d'autres merveilles que Josiane et Angélique vont nous faire découvrir. À 1650 mètres d'altitude, avec le Mont Blanc pour toile de fond, le domaine des Saisies est un paradis pour les skieurs et les randonneurs. Toutefois, nos deux Savoyardes ne sont pas venues ici pour se divertir. La raison est plus solennelle. Alors bien sûr, Josiane, on ne peut pas venir dans notre vallée sans évoquer les maquisards et aussi la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, bah effectivement, ici au Saisies, ça a été un lieu extrêmement important. Jean Bull, qui était le responsable militaire de la résistance sur la région d'Albertville, a été chargé, entre autres, d'organiser ce fameux parachutage d'armes américaines au col des Saisies, qui a eu lieu le 1er août 1944. Donc ici, il faut imaginer 78 forteresses volantes qui arrivent dans un vrombissement absolument énorme et qui vont larguer entre 800 et 900 containers d'armes destinés à 3000 hommes. L'opération Ébonite est un succès. Le matériel réceptionné par les maquisards est convoyé dans toute la Savoie pour soutenir la résistance.
Chaque famille ici a ses anecdotes. Moi aussi, j'en ai entendu. Et toi aussi, personnellement, tu dois en avoir un certain nombre alors. Si je regarde dans ma propre famille, on a un autre chalet que celui qui est dans le village. Et à un moment donné, les maquisards l'ont utilisé. Ça a été une de leurs bases. Je sais aussi que mon père a ravitaillé des maquisards. Et à peu près dans chaque chalet ici, après le parachutage, on a retrouvé une mitraillette Sten bien cachée dans la grange avec quelques munitions. Quoi. Pour continuer la visite, Angélique tient à nous faire partager un autre monument. Culinaire celui-ci. Et en matière de gastronomie, la Savoie a de sérieux atouts. Ah, Angélique, viens, on va préparer les gourds et le porc-monnier. J'arrive. À Cré-Voland, chez Evelyne Provinciale, les gourds et le porc-monnier sont une institution. Une recette traditionnelle que l'on ne trouve qu'à la table des familles haute-luciennes. Alors Evelyne, je suis très intéressée de savoir ce qu'il y a de beau sur cette table. Ben, tous les ingrédients pour faire les gourds. Raisin de Corinthe, de la farine, des œufs, les pommes de terre, bien sûr. Alors les pommes de terre, c'est important dans la région, c'est un aliment qu'on trouve facilement. Oui, ben à l'époque, ils avaient un petit jardin et il y avait très peu de légumes. Ils vivaient avec ce qu'ils avaient. Et puis il fallait des aliments consistants. Voilà. Allez, moi je prends les studios et la poitrine, toi tu prends les aromates. Il faut qu'on fasse un bouillon comme un pot-au-feu en fait. Un bouillon qui permet de cuire les pommes de terre, qui sont ensuite écrasées grossièrement avec les raisins, les œufs et la farine. Allez, tu continues à touiller. Oui, chef. Avant d'être roulées en boule. Comme une petite quenelle en fait. Oui, pareil. D'accord. Hein? Bien, la pâte est encore un peu chaude. Bien. Oui, toujours. J'aime bien. Alors est-ce que ça va comme ça? C'est impeccable. Parfait. Tu peux les poser sur la table si tu veux. Là comme ça? Ouais. Ok. Reste à plonger les gourds dans le bouillon et les laisser mijoter une vingtaine de minutes. Alors Evelyne, d'où te vient cette recette? Ma belle-mère qui m'a appris à faire les gourds. Et du coup, alors ta fille a la recette aussi? Oui, elle les fait aussi. Et moi aussi maintenant. Pendant la cuisson, Evelyne a aussi préparé un autre plat emblématique de la vallée. Voilà, les gourds, le porc-monnier, le saucisson. Les porc-monniers sont des saucisses à base de porc maigre, mélangées à des herbes aromatiques, des blettes, des blancs de poireaux ou du chou. Alors, tu vois, les porc-monniers, c'est une spécialité d'Autelus. Chaque village a sa façon de faire son porc-monnier. Ah d'accord. On peut soit les manger non fumés ou fumés. Et nous, on préfère un petit peu non fumés. Allez, on va goûter tout ça. Voilà. Merci. Allez, à toi l'honneur. Ça a l'air délicieux. Je me régale, Evelyne. Bon, bah, merci beaucoup, regarde. On n'a rien à envier à personne, on est les plus heureuses aujourd'hui. Il faut maintenant redescendre, car Angélique est attendue au village d'Autelus pour nous présenter son patrimoine artistique et religieux. Son chef-d'œuvre, c'est l'église du XVIIe siècle et son architecture néoclassique sur laquelle la guide Martine Vialet est incollable. L'église d'Autelus, c'est une église qui me tient à cœur, car c'était le pays de ma grand-mère. Elle m'a toujours dit que c'était le clocher le plus beau du monde. Évidemment, majestueux, énorme, 55 mètres de haut. Et puis, clocher à bulbe, ici, c'est original, c'est le seul dans le Beaufortin. Oui. Et avec des écailles métalliques argentées. D'accord. Détruit après la Révolution en 1794, le clocher a été reconstruit à l'identique au XIXe siècle. La façade est ornée d'un décor en trompe-l'œil avec un faux cadran solaire et un intrigant squelette au dos de l'église. C'est le symbole de la mort. C'est une vanité, ça c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans tous les arts à la période baroque. C'est pour nous rappeler qu'on est mortel et que peut-être, si on se comporte bien, il y aura une espérance de gagner un endroit merveilleux qui s'appelle le paradis. Après 18 mois de travaux, les compagnons du devoir et les artistes italiens ont su rendre à l'église Saint-Jacques d'Assyrie son éclat d'antan. Angélique, tu vois toutes ces lumières qui entrent par les fenêtres basses, par les fenêtres hautes. Ça aussi, ça donne l'avant-goût du paradis. Les tribunes, c'est quand même quelque chose de très typique d'ici. Oui, les tribunes étaient réservées pour la partie haute aux hommes. Et les femmes, en revanche, étaient en bas. Peut-être à cause des costumes des femmes, c'était périlleux de monter des escaliers très raides. Mais dans cette église, le plus surprenant se trouve juste derrière. Ce joyau de l'art baroque savoyard
inspiré du mouvement artistique italien, date du XVIIIe siècle. Alors s'il y a quelque chose de baroque, de façon incroyable, c'est le retable, qui est éclairé, qui est doré, qui est coloré avec du bleu, des rouges. Regarde l'importance de ce tabernacle qui cache un peu le tableau. Ça aussi, c'est Beaufortain, une spécificité Beaufortain. Des personnages très colorés. Et puis là, tu vois, regarde cette chaire à prêcher, c'est comme ça qu'on disait, baroquissime, avec ses petites têtes d'ange. Et puis ces 4 personnages qui, si on les regarde, ils sortent du cadre, ils nous parlent un peu. Regarde ce pape-là, il nous parle. Donc le baroque plaisait aux gens parce que le quotidien était sûrement rude pour beaucoup et on rentrait dans ces endroits de lumière, de luxe. Quelque part, on déposait ses peines et c'était là, pour le coup, un vrai avant-goût du paradis. Un avant-goût de paradis que l'on peut aussi saisir dans la saveur des alpages. Et ce matin, Angélique s'est levée à l'aube pour nous le faire partager. Elle a rendez-vous à 1500 mètres d'altitude dans le chalet de Frédéric Augéry, qui va nous révéler les secrets de fabrication du plus célèbre ambassadeur du Beaufortain, le fromage de Beaufort. Et bonjour! Salut Angélique, ça va? T'as trouvé facilement là, l'endroit? Bah écoute, je suis habituée à venir par là, je fais un peu de VTT. Ah bah c'est bien. C'est bien, on est bien ici dans les montagnes, t'es on est impeccable, c'est bien. Puis t'as mis tes bottes, c'est bien, on va pouvoir se mettre au boulot. Allez, bah je te suis. Allez, tu peux envoyer le lait, Cyril. Alors j'imagine que la qualité quand même du lait doit être très importante. Bien sûr. Donc là, c'est du Beaufort chalet d'alpage. Donc ce qu'on fait, c'est donc les 3 différences qu'il y a avec un Beaufort qui est fait en coopérative. C'est donc on a un seul troupeau. On n'a pas le droit de mélanger les laits. Ensuite, c'est une méthode traditionnelle et on est toujours au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Donc la vache, elle va manger la meilleure herbe au meilleur moment. D'accord, donc là, on a un goût vraiment unique. Exactement. D'accord. Après l'ajout de présure, le lait met 25 minutes à cailler. Frédéric le découpe ensuite en petits grains homogènes, puis le récupère avec une toile de lin avant de le déposer dans son moule et de le passer sous presse pour lui donner sa forme définitive. Des gestes traditionnels reproduits dans ce chalet depuis plusieurs générations. Ah, donc tu pousses là, ça tu pousses là-bas. D'accord. Pousse-le un peu. Desserre-le, voilà, desserre-le encore si tu veux. Ça c'est une meule, c'est de hier soir, donc il y avait à peu près 390 litres de lait, donc elle fait à peu près 42 kilos. Donc c'est un des seuls fromages là en France avec l'abondance qui soit concave. C'est vraiment la marque de fabrique du Beaufort. Avant ils avaient fait concave comme ça puisque quand chaque petit agriculteur faisait son Beaufort en alpage, il descendait le fromage à dos de mule. Donc bien sûr c'était plus simple d'avoir des moules qui soient concaves, si tu veux, pour tenir, plutôt que quelque chose qui soit dans votre sens, convexe, qui aurait eu tendance à sortir. Eh oui. Et voilà. Ah super, et maintenant, voilà, on a gardé la forme concave comme ça. On est quand même pas bête les fromagers. Hein. Non, oui, il y en a là-dedans. À lui seul, Frédéric fabrique 4 meules par jour, affinées à l'ombre d'une cave pendant 5 mois minimum, avant d'être dégustées. Délicieux. Ouais, merci. Ouais, bien fruité. Tu sais, pour déguster le Beaufort chalet d'alpage, la meilleure manière, je crois que c'est de venir chez toi. Pour couronner notre visite au pays du Beaufort, un détour vers l'un des barrages les plus spectaculaires du massif alpin s'impose. Avec son lac artificiel aux dimensions extraordinaires, le barrage de Roseland, inauguré en 1962, est une prouesse technologique. Un ouvrage d'art exceptionnel du patrimoine industriel savoyard à ne surtout pas manquer. La dernière étape de notre voyage en Savoie nous emmène maintenant dans la région de Bonneval-sur-Arc, aux confins de la Haute-Maurienne. À l'entrée est du parc national de la Vanoise, niché dans un paysage grandiose à 1850 mètres d'altitude, Bonneval-sur-Arc dévoile une succession d'habitations en pierre de taille, aux toits couverts de lauze et aux balcons de bois. Ce village, classé parmi les plus beaux de France, Daniel Gaïnédinov en tombe amoureux il y a une quinzaine d'années, alors qu'il anime une course de chiens de traîneau. Aujourd'hui, c'est avec Sylvia Charrier, guide du patrimoine, qu'il a la chance de l'explorer. Faites
Salut Daniel. Bonjour Sylvia. Comment vas-tu? Dis donc Sylvia, -6 ce matin? -6 ce matin, mais regarde, on est bien. On est bien, on est bien. Mais on sent quand même déjà la rudesse, hein, la rudesse ici du climat. Ça explique sans doute aussi ces bâtisses robustes, solides. Ouais, une architecture qui est plutôt minérale, comme tu peux le voir, avec des murs essentiellement de gneiss et des toitures avec ces grandes dalles de schiste qu'on appelle des lauses. Et les toits sont peu inclinés. Alors, ça permet à la neige de rester sur le toit, et donc la neige est un très bon isolant. Tout est fait pour garder un maximum de la chaleur. Il n'y a qu'à Bonneval qu'on constate une architecture de cette qualité, cette architecture de pierre, de lauze. Tout simplement parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas incendié le village comme il a pu se passer dans le bas de la vallée. Le gong de l'église, ça nous donne le top départ pour visiter le village? On est parti. Ah, c'est parti. Dans le village, vivent à l'année 270 Bonnevalins, dont les habitations pittoresques témoignent toujours des activités pastorales d'antan. Donc là, on est dans quelle rue précisément de Bonneval? On va dire que c'est la rue principale de Bonneval. Voilà. Oh, dis donc Sylvia, je me suis toujours demandé ce que c'était ces objets-là. À quoi ça sert? On en voit à plusieurs endroits, oui, sur les galeries. C'est ce qu'on appelle en fait du gros bon en patois. Ce sont des briquettes de fumier, de moutons, qui servaient à l'époque de combustible. Comme tu as pu le constater, à Bonneval, il n'y a pas beaucoup de bois. Non, on a bien vu, tout autour du village, pas de forêt. Donc il fallait trouver des solutions pour se chauffer. Pendant l'hiver, tu avais les moutons qui piétinaient, le fumier. Donc dans les écuries, dans les bergeries, écuries. Les Bonnevalins découpaient des petits carrés qu'ils mettaient sur les galeries, les intercalaient avec des petits bouts de bois, de façon à ce que ça sèche plus facilement. Il fallait attendre presque un an pour que ce soit bien sec. Et tu vois, aujourd'hui, ces galeries sont devenues des balcons avec des barrières, avec des jolies fleurs. Mais en tout cas, c'est un joli témoignage de l'époque passée. Autre particularité de ces habitations typiques de la Haute-Maurienne, leur implantation. Pour être Bonnevalin ou Bonnevalaine, il faut aimer la neige. Bonneval, c'est le village de la neige. D'ailleurs, ici, on est situé dans un petit couloir d'avalanche. Voilà. Mais si tu regardes bien, les Bonnevalins savaient construire par rapport au risque naturel. Ils connaissaient leur terrain, ils connaissaient le territoire. Tu peux observer dans la rue, toutes les maisons sont arrondies et c'est ce qui permettait à ta coulée de neige de filer. Cet hiver, la neige, elle arrivait à peu près à ce niveau-là. Mais forcément, pour rentrer dans les habitations, tout le monde avait fait des petites marches. Mais ce n'était pas un hiver exceptionnel. Il y en a eu bien d'autres les années d'avant. Tu pouvais être amené à être coupé au moins plusieurs semaines et être ravitaillé en illico. Il paraît qu'on disait autrefois que ce n'était pas Bonneval qui était coupé du monde, mais le monde qui était coupé de Bonneval. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Malgré l'ingéniosité des architectes bonnevalins, les avalanches n'ont pas toujours été sans conséquences pour le village, qui a parfois subi de gros dégâts. Cette église, elle a été endommagée à plusieurs reprises. Et en 1860, cette fois, on l'a reconstruit entièrement. Le clocher est d'origine. Ah, en fait, tout a été reconstruit autour après. À l'entrée du village, un autre monument a su résister aux éléments, le vieux pont de Bonneval-sur-Arc. En 1957, après une crue exceptionnelle qui a inondé tout le village, il a été décidé de détourner la rivière. Bien qu'il soit devenu inutile, ce magnifique pont a malgré tout été préservé. Écoute, ils ont bien fait de conserver ce pont parce qu'aujourd'hui c'est un symbole pour Bonneval-sur-Arc. Puis surtout pour nous et tous les visiteurs, c'est l'occasion d'avoir une vue panoramique de toutes les montagnes qui entourent le village. Nous quittons Bonneval-sur-Arc pour le haut plateau mauriennais, à quelques kilomètres en aval. Dans le village de Bessan, Fabrice Persona perpétue une tradition vieille de 160 ans. La sculpture du diable de Bessan, l'emblème de la ville. Salut Fabrice. Salut Daniel. Oh, dis donc. Ah ouais, très bien, mais tu travailles dans des conditions idylliques là. Ah bah là, au grand soleil. Et le soleil, ça te donne l'inspiration? Bah ouais, tu vois, c'est le diable de Bessan, alors le fameux diable avec le curé, que je suis en train de sculpter. Ici, voilà, il commence à apparaître. Il sourit pas trop ton curé. Ah bah il est pas trop content. Hein. À Bessan, la sculpture sur bois est un pilier de l'art baroque savoyard depuis le XVIIe siècle. Dans le magasin de Fabrice, les statues religieuses cohabitent avec les animaux en tout genre. Mais ce sont les diablotins qui ont rendu le village célèbre.
Il y a eu en 1857 un sculpteur, Étienne Vincendet, qui s'est fâché avec son curé. Et il a fait un diable comme celui-ci qui emporte le curé sous son bras. Et il est allé le mettre sur la fenêtre du curé à la nuit tombée. Le curé a vu ça, il s'est fâché. Et comme ça, pendant un mois, le diable a volé de fenêtre en fenêtre tous les soirs. Quelque temps après, des touristes remontant la vallée ont vu le diable, ont trouvé ça marrant et lui ont acheté. Et là, il s'est dit, mais pourquoi pas faire des diables s'ils se vendent aussi bien que les saints? Et voilà comment on s'est mis à sculpter les diables à Bessan. Dans la famille Persona, la sculpture se transmet de père en fils. Mais aujourd'hui, c'est à Daniel que Fabrice va transmettre son savoir. Donc tu vas essayer de me faire les contours là. Donc tu vas prendre l'opinel, là. Comme ça? Non, essaye de le prendre, tu vois, regarde, plus droit. D'abord, tu fais un trait pour couper et après t'enlèves. Le diable de Bessan, il n'y a rien de satanique. Hein. C'est plus un côté chambreur ou pour se moquer des institutions, des choses comme ça. C'est quel type de bois? C'est du pinsambro? Alors, moi, je sculpte uniquement dans le pinsambro, qui est le bois local de sculpture. Hein. Tous les montagnards sculptent dans le pinsambro. Et c'est un des rares bois qui peut passer les siècles sans bouger. C'est pour ça que les statues dans les églises, elles ne bougent pas, elles sont toujours en parfait état. Tu le veux comment, ton curé souriant ou... Essaye déjà de ne pas te couper un doigt. Bon, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire, tiens, je te la laisse terminer. L'engouement de Daniel pour l'artisanat savoyard l'emmène naturellement vers d'autres créations. Celles sculptées par la nature pendant des millénaires. Entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, où les sommets culminent à plus de 3000 mètres, s'étend le premier parc national de France, le parc naturel de la Vanoise. Un domaine où Nathalie Choiseau travaille avec ses compagnons à quatre pattes. Son refuge se trouve sur les pentes du vallon de l'Orgère. Harvey, Nathalie. Salut Daniel. C'est bien Harvey qu'on dit en patois. Ouais, hein? c'est ça. Ça va? Bien, bien. Très content de te retrouver. Bah oui, bienvenue. Dans un paysage extraordinaire. Ouais, c'est joli, hein. C'est magnifique. T'as vu un peu la chance qu'on a d'être ici. Et ta vie, c'est essentiellement les ânes? C'est principalement Ouais. les ânes, voilà, donc ils sont avec moi toute l'année. Et puis l'hiver, je suis monitrice de ski, donc on partage le temps entre plusieurs activités. J'aimerais bien faire leur connaissance. Bah, y a pas de Ouais. souci. Alors je vais te les présenter, ils sont pas tous là. Hein. Donc ici, on a Orage. Salut Orage. Voilà, il y a son frangin qui est juste là derrière, qui s'appelle Oryx. Ah, j'avais eu un air de famille, effectivement. Voilà. Donc eux viennent d'un petit élevage savoyard. Et puis on a Rêveur, qui est juste là, qui est magnifique aussi. Allez loulou, on va partir en balade avec Daniel. Daniel, il va me tenir. Avec ses ânes depuis une dizaine d'années, Nathalie propose des balades à la découverte du patrimoine naturel et sauvage du vallon, sur des sentiers empruntés par plusieurs générations de paysans. Dans le temps, chaque famille venait ici toute la belle période. Et en fait, toutes les pentes étaient pâturées par les animaux. Ouais. Donc il y avait les vaches, les chèvres, les brebis. Et toutes les parties plates là qu'on voit autour de nous étaient fauchées. Donc à l'époque, c'était fauché à la main. Et ensuite, justement, l'âne et le mulet étaient utilisés pour redescendre les trousses de foin jusqu'au village. Des ânes toujours d'une grande utilité en Savoie. Ils sont encore bien utilisés aujourd'hui pour des travaux. Ils font pas que des travaux de loisirs. Par exemple, en Tarentaise, ils sont encore pas mal utilisés pour faire du ravitaillement dans les refuges de montagne ou auprès des bergers. Ça va, Quentin? Tu tiens? T'as vu les marmottes là-bas? Wow, là-bas, regarde comme elle est jolie. Regarde, Quentin. Elle est debout. Ah, ça y est, elle nous regarde. Tu vois? Hop là. Alors les marmottes ici dans le vallon, on en a beaucoup à vivre en colonie. Et en fait, les marmottes adorent manger de l'herbe fraîche, donc elles sont obligées de s'éloigner un petit peu de l'entrée des terriers. Et quand il y a des prédateurs qui arrivent, donc ça peut être l'aigle royal ou le renard par exemple, le moyen de prévenir les copines, c'est de siffler. Alors, tu sais, les marmottes, moi ici, de l'Orgère, j'en ai beaucoup entendu parler, parce que mes enfants, tous les deux étaient au collège de Modane, et en 6e, eh bien, les enfants font 2 jours ici d'intégration. Ouais, et c'est vrai que ce vallon, ça les a toujours charmés et marqués. Rêveur Orage, à bientôt, Nathalie, merci. C'est un plaisir. Et salut les enfants. À la prochaine. Daniel profite de cette randonnée pour faire un détour sur le vallon voisin, sur le plan de l'ours de Saint-André, où nous allons découvrir une autre façon de communiquer, humaine cette fois-ci. L'association dont François Charpin est membre a restauré une invention du XVIIIe siècle tombée dans l'oubli, le télégraphe Chappe. Bonjour François, qu'est-ce que tu bricoles là? Bah écoute, je suis en train de repointer la longue vue exactement sur le poste d'Avrieux, là-bas.
Bon, bah, tu vas m'expliquer, je vais comme ça enfin comprendre ce que c'est cette cabane ici dans la forêt. Eh ben ça, c'est un des postes du télégraphe Chap qui assurait la liaison entre Lyon et Turin en passant des messages. Il y avait 33 petites maisonnettes comme celle-ci, qu'on appelle des barracons, qui étaient équipées de lunettes et d'un appareil qui fait les signaux. Et les signaux cheminaient entre Lyon et Turin par ces 33 postes dont on vient de parler. Le temps que ça devait faire gagner pour passer un message de Paris ou de Lyon jusqu'à Turin, ça devait être Ah ben bien sûr, on a un bon exemple, la naissance du roi de Rome à Paris vers 9h un matin. Et cette naissance est connue donc à Turin le soir, alors que si on envoyait une estafette à cheval comme ça se faisait à l'époque, on aurait mis 2 semaines. Le système est si efficace que Napoléon Ier l'utilise à des fins militaires. Au milieu du 19e siècle, 535 tours quadrillent la France sur plus de 5000 km, reliant les plus importantes agglomérations du territoire. Waouh! Voilà François, le télégraphe Chap, ce que vous avez restauré, ta fierté. Oui, mais c'est beau, hein? Ah ben c'est magnifique. Donc ça, ce sont les 2 mains, là, les 2 mains qui sortent à l'extérieur. Ces 2 mains qui portent en haut, donc, les grands bras qui sont mis en place, en fait, par ce système-là. Alors, par exemple, à Paris, on veut coder un message qu'on va envoyer à Turin. Eh bien, on a un vocabulaire qui permet de coder le mot, par exemple, le mot immense. Ce mot immense, par lettre alphabétique, il est à la page 44 et à la ligne 34. Le nombre 44, il est représenté par ce signal-là. La grande barre est verticale, donc on va mettre la grande barre verticale. Voilà. Tu veux essayer? Allez, j'essaye. Très bien. Alors, tu sors du cran et puis tu montes en haut, là, voilà. Il faut être un peu costaud. Très bien là. Et puis alors, tu descends, tu te mets dans le cran, voilà. Et tout ça, ça va arriver à Turin, dans cet ordre-là. Et le gars, il a le même vocabulaire qu'à Paris. Et il va à la page, directement à la page 44 et à la ligne 34, et il trouve le mot immense. Et ici, ils ne connaissent que les chiffres. Et le secret est conservé. Beaucoup de confidentialité. Voilà. Seule contrainte, le télégraphe Chap ne fonctionne que de jour et par beau temps. En 1852, supplanté par l'apparition du télégraphe électrique et l'invention du morse, il est abandonné. En Haute-Maurienne, les télégraphes ne sont pas les seules constructions à avoir été utilisées par l'armée. La région compte aussi de nombreux forts. La barrière fortifiée de l'Essaillon, l'une des plus majestueuses, en compte 5 sur une distance de 3 km. L'un d'entre eux, le fort Victor-Emmanuel, est la chasse gardée de Jean-Marie Fressard. Salut Jean-Marie. Accompagnateur en montagne. Ouais, ça va bien. Dis donc, à chaque fois que je viens là, je suis toujours surpris de voir comment le royaume Piémont-Sardaigne était protégé. Donc ce fort, il était fait pour contenir 1500 soldats, mais juste sur ce fort Victor-Emmanuel, pour empêcher l'armée française de passer. Une grosse puissance de feu, puisqu'il y avait 88 canons, et puis après complété par les autres forts qui sont au-dessus et en dessous. On visite? On y va? Allez. À l'intérieur de ce fort aux dimensions impressionnantes, se trouve un hôpital, une poudrière, une chapelle et une réserve d'eau. De quoi supporter un siège de plusieurs semaines. Donc ici, Jean-Marie, nous sommes sur la place d'Armes. Ouais, exactement. Donc tu vois le bâtiment, mais il était quand même vraiment construit pour impressionner l'ennemi qui arrivait de là-bas. Et sur cette place d'Armes, bien, à part les revues, peut-être quelques remises de médailles, il ne s'est pas passé non plus grand-chose parce que le fort n'a pas non plus été complètement équipé. Il y a peut-être eu 300 ou 400 soldats, mais pas bien plus. Car en 1860, 30 ans après la construction de la barrière fortifiée, la Savoie est rattachée à la France. Ici, seul le pénitencier a servi au royaume de Sardaigne. Alors ce bâtiment, c'est le pénitencier. Le pénitencier. Donc c'était pour punir les hommes de la garnison? Eh bien pas du tout. C'était une prison politique. Donc ils ont emprisonné des gens qui venaient de l'arrière-pays niçois ou de la région de Nice, entre autres, et qui conspiraient contre la monarchie du Piémont-Sardaigne. Après l'annexion de la Savoie, Napoléon III fait détruire le fort Charles-Félix, tourné vers la France, et conserve les autres fortifications. Aujourd'hui, la barrière de l'Essaillon, devenue patrimoine national, est classée à l'inventaire des monuments historiques. Daniel continue son voyage dans le temps, en passant maintenant du 19e siècle au néolithique.
Le parc archéologique des Lauzes est en quelque sorte le laboratoire à ciel ouvert de Françoise Ballet, une conservatrice du patrimoine spécialisée dans l'étude des vestiges rupestres gravés sur la roche. Salut Françoise. Ah, salut Daniel. J'ai respecté tes conseils. Je me suis déchaussé pour respecter les 2000 Oui, ans d'histoire. oui, tu as bien fait. Alors dis-moi Françoise, ce que tu es en train de relever, ça représente quoi? Alors ici, on a les jambes d'un personnage, sa lance. Et ici, on voit la tête, c'est une petite cupule, petite cavité circulaire, le haut du corps, le bas du corps, les jambes avec les pieds indiqués, et puis une grande lance dont on voit le bout bien pointu ici. Et puis il y a des représentations plus schématiques ou symboliques, comme ces carrés ou ce cercle aussi, avec des points à l'intérieur, sont interprétés comme des cultures, des champs cultivés ou des enclos avec des animaux. Ce guerrier, on a une idée de la date à laquelle il a été gravé ici, incrusté sur cette pierre? Oui, on a une idée de la date. Alors, toutes les gravures, parce qu'il y en a dans toute la Haute-Maurienne, dans plusieurs communes, on en a répertorié pour l'instant et tout n'est pas découvert encore. Plus de 1000 roches gravées, donc c'est assez énorme. On les place dans l'âge du fer, c'est-à-dire en gros entre 700 et 150 avant Jésus-Christ. Donc là, c'était leur grande feuille de dessin et ils voulaient exprimer, laisser des messages. Oui, certainement, sauf que malheureusement, on est incapable de les déchiffrer. On essaye, mais c'est très difficile, donc on se contente de les relever, de les étudier, de les préserver. Depuis 3 ans, Françoise et son équipe modélisent en 3 dimensions les gravures, dans l'espoir de percer un jour les mystères des premiers Savoyards. Avant de nous quitter, nous jetons un dernier regard sur le parc de la Vanoise depuis le col de l'Iseran, à 2770 mètres d'altitude. Ici s'achève notre odyssée savoyarde, dont les multiples facettes ne manqueront pas de vous éblouir.